Bonjour à tous. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies de vous accueillir pour la web découverte 7e Académie, contrôle des engrenages cylindriques. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler contrôle des engrenages cylindriques. Les technologies de fabrication évoluent et se fiabilisent. Par ailleurs, dans un contexte d'exigence accrue, le domaine du contrôle évolue très vite grâce aux nouvelles technologies d'investigation, la numérisation des données et leur intégration progressive au sein des process. Découvrez les principales informations à extraire d'un rapport de contrôle. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Monsieur Luc Amar, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Amar, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Luc Amar et je suis heureux de vous faire cette présentation d'une heure sur le contrôle des engrenages cylindriques. Tout d'abord, je voudrais vous présenter l'équipe études expertise du pôle transmission de puissance du CETIM, qui est vraiment spécialisée notamment sur les engrenages. Donc, nous sommes spécialistes en composants de transmission de puissance, mais également en système complet. Nous travaillons sur les roulements, les engrenages, toutes sortes de liaisons issues de boîtes de réduction permettant de transmettre la puissance. Nous pouvons également vous aider dans la conception de tout système de transmission. C'est un accompagnement global incluant les aspects de contrôle qualité, de maintien en conditions opérationnelles et de sûreté de fonctionnement. Nous pouvons également vous accompagner à l'aide en mettant en œuvre des bancs d'essai afin de valider la tenue en fatigue et le rendement. Nous donnons également des formations techniques dédiées à la transmission de puissance et nous participons activement à la normalisation. Nous sommes également revendeurs du logiciel Keysoft, qui est un logiciel de calcul dédié en transmission. Tout d'abord, je voudrais rappeler les contextes marché et les enjeux industriels. Dans le contexte d'exigence accrue, le domaine du contrôle évolue très vite grâce aux nouvelles technologies d'investigation et forcément, il est nécessaire de maîtriser la fabrication et le contrôle des organes. Les dentures sont des pièces de très grande précision et le contrôle en est d'autant plus délicat. Donc, l'objectif de cette web découverte sur cette thématique est donc de faire le tour d'horizon des technologies qui existent afin de repenser vos processus de contrôle. Je vais tout de suite commencer en rappelant la géométrie des dentures et des engrenages. Donc, pour rappel, un prérequis à la participation de cette présentation était de connaître un minimum la géométrie des dentures des engrenages ou d'avoir suivi la web découverte précédente. La définition de l'engrenage est une définition normalisée selon l'ISO 1122 partie 1. C'est un mécanisme élémentaire constitué de deux roues dentées mobiles autour d'un axe de position relative invariable et dont l'une entraîne l'autre par l'action des dents venant successivement en contact. Ici, on peut voir justement un engrainement en cours de fonctionnement avec une grande roue et une petite roue. Chacune tourne à une vitesse différente. L'entraxe, qui est la distance entre les deux axes des roues, est invariable, c'est-à-dire qu'il est constant. Ici, j'avais prévu un petit exercice de sondage, mais malheureusement, nous n'allons pas être capables de le mettre en place. Il existe trois grandes familles de roues dentées. Il va y avoir les roues cylindriques. Donc, la périphérie de denture forme un cylindre. Les roues coniques où la périphérie des dentures forme un cône.
et les roues toriques ou roues creuses qui correspondent en fait à l'engrenage entre une vis et une roue. Il y a également différentes familles. On va retrouver l'engrenage extérieur axe parallèle, le pignon crémaillère, l'engrenage intérieur axe parallèle et l'engrenage gauche. Donc ça, c'est différentes familles au sein des engrenages cylindriques. Lorsqu'on parle d'engrenage, on parle souvent de module. Qu'est-ce que le module? Le module, c'est un facteur d'échelle qui va notamment définir le pas. Sur cette image, on voit une roue dentée module 1, une roue dentée module 3, qui est plus grande, et une roue dentée module 5. Largeur et surface. On parle de largeur de denture, la distance entre les deux plans de la roue cylindrique. On la note généralement B. On retrouve en jaune une dent qui possède un sommet en tête dedans, un flanc et un fond de dent. Sur une section, on définit un diamètre primitif, un diamètre de tête et un diamètre de pied. Le diamètre primitif correspond au diamètre de roulement sans glissement. Enfin, on a la hauteur de dent qui correspond à la distance entre la tête et le pied de dent. Cette hauteur est divisée en deux hauteurs, ce qu'on appelle la CI, qui est la distance entre le diamètre primitif et le diamètre de tête. Donc on a donc la relation diamètre de tête égale le diamètre primitif plus 2 fois la hauteur de CI. Et le creux avec le diamètre de pied qui est égal au diamètre primitif moins 2 fois la hauteur de creux. Les dentures sont généralement usinées par taillage et on définit alors le profil de la crémaillère de référence. Donc la crémaillère de référence, c'est l'outil, sous-entendu outil crémaillère, qui permet de tailler la denture. Le profil des crémaillères est normalisé selon l'ISO 53, comme on peut le voir sur la figure ici. On retrouve en 1 le tracé de référence qui correspond à la crémaillère. En 2, la ligne de référence qui correspond au futur diamètre primitif de la denture. En 3, la ligne de tête, ici. En 4, la ligne de pied. Et enfin, en 5, le tracé de référence conjugué. Sur ce graphique, on observe un angle de pression, alpha P, de 20 degrés la plupart du temps, un coefficient de CI de 1 fois le module, et non pas 1 mètre, c'est 1 fois le module, un coefficient de creux de 1,25 fois le module, un coefficient de jeu en fond de dent de 0,25 fois le module, et un rayon de raccordement ici de 0,38 fois le module. Enfin, on observe le pas, qui est égal à pi fois le module. On voit bien que le module est donc directement relié à l'outil. Et afin de faciliter la fabrication des roues dentées, il a été nécessaire de normaliser les modules afin qu'il n'y ait pas trop grande quantité d'outils de taillage différents.
Ainsi, il y a 3 séries de modules recommandés. La série 1 à choisir en premier lieu, la série 2 et la série 3. Bien sûr, dans le cadre de très grandes séries, il est possible d'imaginer la fabrication d'outils crémaillère sur mesure. Les anglo-saxons travaillent également avec ce qu'ils appellent le diametral pitch, qui est en fait égal au module dont la relation suivante permet de calculer le module. Le module égale à 25,4 divisé par le diametral pitch. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler de la géométrie d'engrainement. Dans le cadre des dentures en développement de cercle, il y a un passage continu d'une à deux paires de dents en contact. Sur la figure ici présente, on voit les points rouges étant les deux points de paires de dents en contact. Ces points de contact vont se déplacer voilà, le long d'une droite appelée droite d'action. On note la longueur G qui correspond à la distance entre le premier point de contact et le dernier point de contact. Le nombre de paires de dents sur la droite d'action, on définit différents points. Le point A qui est le premier point de contact, le point B qui est le premier point de contact unique, c'est-à-dire qu'on va passer de deux paires à une paire de dents. Le point C qui correspond au diamètre primitif où il y a roulement sans glissement. Au point D qui correspond au dernier point de contact unique. Et le point E, le point de fin d'engrainement. Si je reviens sur l'animation précédente, on voit bien qu'il y a un point, toute une zone, une paire de dents en contact. Le long de cette longueur d'action, du fait que l'on passe de une à deux dents, deux paires de dents en contact, eh bien, il va y avoir une variation des forces appliquées en fonction de la période d'engrainement. Ainsi, du point A au point B, on a l'effort réparti sur deux paires de dents, puis du point B au point D, un effort sur une paire de dents, et du point D au point E, un effort réparti sur deux dents. Le passage successif de deux paires à une paire de dents est la principale cause de bruit d'un engrenage. Maintenant, je voudrais vous parler de la microgéométrie des dentures, notamment des corrections de profil. Donc, dans un plan qui correspondrait à une section de dents, on peut avoir des risques d'interférence dus à la flexion sous charge de la dent. Cela provoque soit un choc à l'entrée de l'engrainement, soit de l'usure dans le bas du flanc actif. Sur le schéma ici, on peut observer que la dent centrale dessinée en noir présente un moment de flexion, ce qui fait que la dent à gauche en bleu vient interférer, en fait vient avoir un contact qui n'avait pas été identifié théoriquement sur la dent D1' et donc vient interférer. À droite, on voit bien une photo prise issue d'une expertise où il y a eu interférence au pied de la dent. Il est donc nécessaire de connaître la flexion de la dent et ainsi pouvoir compenser cette flexion par des corrections en venant retirer un peu de matière sur le profil de la dent afin de s'assurer qu'on ait une bonne continuité d'engrainement et de ne pas avoir d'interférence. Pour ce faire,
On a l'habitude de réaliser des dépouilles en tête ou en pied, ou les deux, des dents. Il existe différentes géométries de dépouilles de tête. Ici, je vous ai présenté la dépouille de tête dite linéaire, c'est-à-dire qu'on vient réaliser une développante de cercle un peu plus incurvée en tête et en pied. Linéaire, en fait, dans un plan où une développante de cercle serait une droite verticale et où, du coup, en tête, on vient appliquer une droite de correction. Il s'agit de corrections généralement de l'ordre de quelques dizaines de microns. Cette correction peut être calculée sur la base de l'estimation de la flexion de la dent. Il existe également d'autres corrections, comme des corrections de Bombay. On peut également réaliser des corrections d'hélice. Sur le schéma ici que l'on voit à droite, il peut y avoir un défaut de portée longitudinale. Ce qu'on appelle le défaut de portée, c'est le fait que la pression de contact ne soit pas répartie sur toute la largeur de la denture, mais plus d'un côté que de l'autre. Ce défaut de portée peut être lié aux déflexions en flexion et en torsion. Ici, on voit la flexion de l'arbre et ici la déformation liée à la torsion, mais également lié à la rigidité du montage, c'est-à-dire des roulements du carter, ici, qui pourrait amener une mise en biais de l'engrenage, ou enfin, tout simplement, des jeux dans les roulements. Il y a donc besoin de connaître la distribution théorique de la charge le long des flancs de dents de contact et besoin de compenser la résultante des déformations par des corrections en retirant de la matière. Dans cet exemple-là, la déformation cumulée liée à la torsion et à la flexion sont présentées ici, et la correction longitudinale proposée sur le pignon vient rattraper justement, vient compenser ces déformations. Pour ce faire, il existe différents types de correction d'hélice. Ici, je vous présente la correction de Bombay, qui se représente sous forme parabolique dans la direction axiale de la denture. On voit bien que cette forme parabolique va permettre de recentrer les pressions de contact vers le centre, vers le milieu de la largeur de denture, et donc d'éviter d'avoir des surcontraintes en bout de dent. Il existe également d'autres types de corrections microgéométriques dans la direction de l'hélice, telles que les corrections d'hélice, qui sont également utilisées. Maintenant, je voudrais venir au sujet de la présentation d'aujourd'hui, qui est le contrôle des dentures. Donc, il existe deux types de contrôle pour quantifier la précision des engrenages. Le contrôle de la macrogéométrie, épaisseur de dents, par exemple, et le contrôle de la microgéométrie. Pour ce faire, avant de commencer, je voudrais réaliser un petit sondage que nous avons organisé pour savoir votre niveau de connaissance sur le sujet. Je ne sais pas comment est-ce qu'on lance le... C'est lancé, monsieur Amar.
Je vous redonne la parole, Monsieur Amar. Très bien. Donc, je vais commencer par vous parler des mesures in situ. Donc, ce que j'appelle mesures in situ, c'est des mesures pratiques que l'on peut faire soit en ligne de production pour vérifier rapidement certains paramètres de qualité, soit des mesures que l'on peut faire ou des contrôles que l'on peut faire sur site au niveau des transmissions pour, par exemple, réaliser des opérations de surveillance, des choses comme ça. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous parler du jeu entre dents, également backlash en anglais. Donc, il s'agit donc le jeu entre dents normal, c'est la distance la plus courte entre deux flancs lorsqu'on met les flancs en contact. Cette distance, c'est le jeu qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un engrainement et qui permet notamment d'éviter d'avoir des interférences. On peut observer que ce jeu évolue au cours de la vie d'une denture lorsqu'il y a de l'usure, par exemple. Donc, à quoi sert ce jeu entre dents? Il est nécessaire au bon fonctionnement d'un engrenage et notamment permet de reprendre les variations d'anthrax, des dilatations thermiques, des déformations en fonctionnement et bien d'autres choses. Il est généralement assuré par deux points, le tolérancement de l'épaisseur de dents, comme on peut le voir dans le schéma à droite, mais également le tolérancement de l'anthrax. Ainsi, c'est l'accord de ces deux tolérancements qui permet d'assurer, du point de vue engrainement, d'avoir un jeu normal entre dentures. Petit aparté, il existe également des engrenages avec des systèmes qu'on appelle à rattrapage de jeu, qui sont utilisés pour des secteurs très particuliers, notamment liés à la précision de mise en rotation. Ici, je vous présente un tableau qui donne des ordres de grandeur de tolérancement en fonction de tolérancement de flanc de dents et d'épaisseur de dents plutôt en fonction de l'application. On peut noter que dans le cadre de la mécanique générale, si on veut avoir un engrainement réversible, un tolérancement de type CD25 peut être appliqué. Après, en réalité, ce tolérancement doit être calculé vis-à-vis des potentielles déformations, dilatations, et ainsi de suite. Le plus important est de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'interférence. Alors, comment est-ce qu'on contrôle l'épaisseur de dents? Il y a trois grandes méthodes qui permettent de mesurer l'épaisseur de dents en production. La première, c'est la méthode dite directe, à l'aide d'un pied à module, que l'on voit ici. La seconde, c'est la mesure de l'écartement sur cadran, que l'on voit ici en bas à gauche. Et enfin, la troisième, c'est la mesure de la cote sur bille ou sur pige, qu'on l'on voit en bas à droite. Une pige étant en fait une référence cylindrique. Donc ces mesures se font à l'atelier par le personnel de fabrication. La mesure directe de l'épaisseur. Donc l'outil qu'on utilise, c'est le pied à module, en appui sur un diamètre de tête de dent. Donc en fait, c'est comme un pied à coulisse, mais sur deux dimensions, sachant que ici on a une référence, on a une plaque qui vient se positionner sur la tête de dent. Cette plaque est fixée sur le coulisseau vertical que l'on vient fixer à une cote donnée. Et en amont, on sait quelle est
l'épaisseur de corde donc, sur les coulisseaux horizontales que l'on doit trouver pour une profondeur de dent. Il y a une relation entre la hauteur HC et l'épaisseur de dent en corde SC. Il faut bien noter que généralement, lorsqu'on parle d'épaisseur de dent, en fait, il s'agit d'une épaisseur curviligne, c'est-à-dire en fait d'un arc de cercle. Avec un pied à module, on mesure une droite. Je voudrais revenir rapidement sur la mesure du tolérancement de l'épaisseur de dent. C'est-à-dire que on définit les dents pour un contour théorique, ici que l'on voit en pointillé. Sauf que si on veut s'assurer d'avoir du jeu, eh ben, en fait, il faut que l'épaisseur de dent soit inférieure à cette épaisseur enveloppe ou maximale. Donc, on vient s'assurer que l'épaisseur de dent est comprise entre deux épaisseurs potentielles. Et donc, en fait, on va tolérancer le flanc de dent sous forme de moins-moins. On retire un écart supérieur et on retire un écart inférieur. Et la distance entre ces écarts donne en valeur absolue le tolérancement d'épaisseur de dent. Maintenant, la mesure d'écartement sur cadran. Donc, l'outil de mesure, c'est un micromètre à plateau dont les faces sont tangentes aux deux profils opposés. Donc là, en fait, on vient mesurer une épaisseur sur la base d'une cote comprise sur un nombre de dents K. En l'occurrence, sur la photographie, il y a 3 dents prises entre les plateaux. Il s'agit donc d'une cote sur K égale 3 dents. Comment se passe la mesure? Eh bien, en fait, l'écartement sur K dents donne la distance qu'on voit sur le schéma allant du point B, ici, au point D. Et il se trouve qu'il y a une relation géométrique qui permet de dire que cette cote est égale à 2 fois le pas de base normal plus une fois l'épaisseur de dent, dans le cadre d'une cote sur 3 dents. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'on ne va pas non pas mesurer l'épaisseur sur une seule dent, mais on vient prendre plusieurs dents en prise et donc la mesure sera plus aisée. On va donc chercher un tolérancement que l'on va retrouver ici. Si l'on a ici le flanc d'une dent et ici le flanc de la dent d'après, de la k-ième dent, on retrouve ici le tolérancement autour d'une cote WK qui est plus grande, donc plus facile à prendre à mesurer. Enfin, il y a la mesure cote sur bille ou sur pige. Donc, il s'agit d'une méthode de mesure indirecte en mesurant la cote sur 2 billes ou piges placées dans les entre-dents, autant que possible diamétralement opposées. Donc, sur ce montage, on voit une roue dentée avec 2 billes ou piges diamétralement opposées. Et c'est la distance entre ces deux billes que l'on vient vérifier. À droite, on voit une photographie d'un montage. On a donc une cote qui s'appelle MD, qui a la cote extérieure aux deux billes ou pièges de référence, qui correspond au diamètre de position des billes DM, plus le diamètre d'une bille, grand DM. Donc il s'agit de billes ou de pièges calibrés. Vu qu'elles sont calibrées, cela signifie qu'il y a également des standards sur ces diamètres. Ainsi, la cote sur bille, donc je reviens, c'est donc la distance extérieure que l'on va pouvoir mesurer, doit être comprise entre deux valeurs, une min et une max, correspondant en fait
à l'épaisseur des dents. Voilà pour la mesure in situ. En résumé, il existe 3 types de mesures in situ sur l'épaisseur des dents, plus la mesure de jeu normale entre dentures. Maintenant, je vais revenir aux mesures au laboratoire. Suite à quoi, j'ai prévu une petite question. Si vous pouvez envoyer le sondage. Oui, j'invite tous les participants à répondre à cette nouvelle question. Donc la question étant, est-il possible de réaliser des étapes métrologiques à l'aide d'une machine à mesurer tridimensionnelle générique? Vous pouvez reprendre, Monsieur Amar. Merci bien. Donc, tout au long de cette dernière partie, nous allons notamment répondre à ces questions que je vous ai posées. Tout d'abord, je voudrais revenir sur les paramètres microgéométriques des dentures. Je vous en ai parlé d'un point de vue fonctionnel. Et maintenant, je voudrais prendre le problème à l'inverse et imaginer qu'on ait un écart trop important sur un de ces paramètres microgéométriques et que l'on regarde quelle en est la résultante. Pour ce qui est des écarts de forme, il va y avoir la grande famille des écarts de profil, où on va avoir des problèmes de forme, des problèmes d'inclinaison et des problèmes cumulés. Les écarts de forme de profil tendent à générer des nuisances sonores. C'est-à-dire qu'on va avoir une continuité d'engainement qui va être affectée car les flancs ne seront plus aussi propres que théoriques. Et donc, on va générer des excitations d'engrainement qui peuvent générer des nuisances sonores. Ensuite, lorsqu'on regarde les hélices, on va avoir les écarts de forme, les écarts d'inclinaison et les écarts totaux. Ces écarts de fabrication peuvent générer des risques de mauvaise répartition de charge et donc d'avoir une portée dégradée, c'est-à-dire une portée beaucoup moins uniforme. Donc on vient largement toucher la capacité de charge. Donc ça, c'est pour ce qui est de la forme de la développante de cercle et de la forme de la dent dans la direction de l'hélice. Ensuite, il y a des écarts dans la famille de la position de la dent. On va retrouver des écarts de pas, c'est-à-dire est-ce que la dent se trouve bien positionnée par rapport à sa position théorique. Donc bien positionnée, je dirais en termes circonférentiels, mais aussi est-ce que l'enchaînement des dents est bien positionné. Et enfin, ce qu'on appelle le foron, c'est-à-dire est-ce que les dents sont bien positionnées dans la direction diamétrale en fait. Donc ces écarts de position vont tendre à générer des risques de mauvaise continuité d'engrainement. Pour ce qui est des machines de mesure, il existe des machines à axes multiples vraiment dédiées au contrôle des dentures et souvent fabriquées par les fournisseurs de machines de taillage. Ici,
on retrouve par exemple la machine Klingenberg. Le contrôle métrologique nécessite des méthodes et des machines spécifiques issues des normes et généralement effectuées en salle de métrologie. On retrouve également les machines à axes multiples et commandes numériques génériques. Ici, on trouve par exemple la machine Brown & Sharp disponible au CETIM. Bien sûr, un logiciel spécifique est nécessaire pour réaliser la métrologie des flancs de dents avec ce type de machine. Maintenant, je voudrais vous parler des normes définissant la qualité des engrenages. Pour ce qui est du contrôle métrologique, il y a la norme ISO 1328 de 2013, dont la qualité va de 1 à 11. Donc en fait, il s'agit d'un macro-paramètre, si je pourrais dire, entre guillemets, qui va définir les limites admissibles pour chacun des paramètres microgéométriques précédemment présentés. J'entends par là les écarts de forme des lisses, de profil, de pas et de forme. Mais il existe également une norme DIN 3961, norme allemande, dont la classe de qualité va de 1 à 12. La norme AGMA 2000 A88, dont la classe qualité va de 15 à 3. Et cette fois-ci, c'est 15 la plus grande classe de qualité et 3 la moins bonne. La norme AGMA 2015 A0106, avec des classes qualité qui vont de 2,4 à 11,12. Enfin, il existe également un rapport technique, enfin des rapports techniques, des séries de rapports techniques définissant la méthode de contrôle. Donc, il s'agit de l'ISO TR 10064 proposé en différentes parties. Ici, je vous partage un document qui est issu, je dirais, de la Bible de l'engrenage français. Donc, c'est le manuel Henriot, qui date de 75, qui donnait la classe de précision par rapport au processus de fabrication. C'est un document qui date, mais qui est encore d'actualité et qui est même qui était plutôt en fait une consigne, une prédiction de là vers quoi il faudrait essayer d'aller. Donc la rectification permet d'avoir des classes qualité plutôt précises, de l'ordre de 3, 4, 5. Ensuite, il y a également des procédés de rasage, de taillage de précision, taillage dit moyen et taillage dit médiocre. Cette présentation peut être également applicable vis-à-vis de l'application en fait de l'engrenage. C'est-à-dire que pour un pignon étalon, on va chercher à avoir une précision de 2 ou 3. Également pour ce qui va être radar de précision. Pour les engrenages haute vitesse, 3, 4 et ainsi de suite. On peut retenir que pour la mécanique générale, la classe de précision est de l'ordre de 6, 7. Maintenant, je vais revoir un à un chaque type d'écart. Donc, tout d'abord, l'écart de profil. C'est l'écart du profil mesuré par rapport au profil de conception. On vient donc ici sur le schéma en bas à gauche. On a le profil théorique idéal et en noir foncé, le profil mesuré. Et donc l'écart entre ces deux profils va correspondre à ce qu'on appelle l'écart du profil. On a également l'écart d'hélice, qui est l'écart d'une hélice mesurée par rapport à l'hélice de conception. Donc ici, en gris clair, on a la dent théorique, qui a un axe ici en gris foncé. Et en flanc gris foncé, on voit qu'en fait, on a une hélice réelle légèrement gondolée et dont l'axe va être également gondolé et même potentiellement différent avec une différente valeur d'hélice. D'où l'axe en jaune.
Et donc, c'est l'écart entre ces deux axes que l'on vient mesurer. On a également l'écart du pas, qui est le défaut de localisation angulaire d'une dent par rapport à sa position théorique. En bas à gauche, on voit très bien que l'on a la succession de 3 dents théoriques et en noir, la position réelle de la dent du milieu qui vient générer un écart de pas. Donc, on a le pas qui est la distance entre deux flancs consécutifs et on a l'écart de pas qui correspond à la double flèche rouge qui est en fait l'écart entre ce pas théorique et ce pas réel. On a également le faux rond qui correspond à la non-concentricité entre l'axe du cylindre primitif de denture et l'axe de rotation de l'arbre auquel la denture est liée. Autrement dit, c'est un écart de position radiale. Ici, on voit qu'on a des dents en noir foncé qui ont une position radiale plus basse que leur position théorique, ce qui génère un écart sur le diamètre primitif qui sont tracés ici en orange et en bleu. Et donc cet écart, c'est la mesure représentée par la double flèche rouge. Ensuite, en termes de contrôle du profil, eh bien, il va déterminer la précision du profil de la denture. Donc pour ce faire, un palpeur vient suivre du pied vers la tête et mesurer l'ensemble du flanc le long d'une ligne. On peut réaliser différentes lignes de mesure. Par exemple, on peut en faire une en milieu de dent, une proche d'un côté et une proche de l'autre. Pour ce faire, il va y avoir ce qu'on appelle l'écart de forme du profil. Donc, on vient chercher la distance entre le profil réel et le profil théorique en ayant centré le profil réel autour du profil théorique. L'écart d'inclinaison qui va mettre en évidence le fait qu'on ait un angle de pression supérieur ou inférieur à celui estimé, en moyenne, et l'écart total du profil qui va être en fait la somme des deux. Enfin, la prise en compte cumulée de l'écart d'inclinaison et de l'écart de profil. Mais par contre, il faut bien noter que l'écart total du profil, ce n'est pas forcément égal à l'écart de forme du profil plus l'écart d'inclinaison du profil. Donc ici, je vous présente un exemple de relevé de mesure de contrôle du profil. La machine compare le profil réel de la roue contrôlée au profil de référence et enregistre l'écart sous forme de graphique. Donc, on a, alors, ici, on doit avoir le pied dedans, comme le représente le petit schéma ici. En haut, on va avoir la tête dedans, comme le représente le schéma ici. Et alors, on a 1, 2, 3, 4 profils de flanc gauche et 4 profils de flanc droit. Il s'agit des dents numéro 1, 15, 29 et 43. En bas, on retrouve un tableau qui nous donne les différents écarts, F alpha, FF alpha, FH alpha, avec leurs valeurs en microns et la classe de qualité équivalente selon la norme indiquée. Sur la base de ces profils, viennent être mesurés, post-traités les valeurs de F alpha, FF alpha et FH alpha. Contrôle de l'hélice. Donc, il détermine la précision de la denture dans la direction axiale. Donc, on se positionne au niveau du diamètre primitif et l'on va du haut vers le bas essayer, on va palper
le flanc le long du diamètre primitif. Donc, on va pouvoir ainsi observer des écarts de forme, des écarts d'inclinaison des lisses, c'est-à-dire est-ce que la lisse est inclinée dans la bonne direction. La forme, c'est est-ce que le flanc est-il gondolé. Et l'écart total, c'est l'implication cumulée de la forme et de l'inclinaison. Donc ici, on trouve un exemple de relevé de mesure sur le contrôle de l'hélice qui se présente de façon un peu similaire au contrôle de profil. Donc, la zone rayée correspond à la zone de matière. Donc, on retrouve la dent 1, la dent 15, 43, 29 et 43, avec le profil, le flanc gauche, le flanc droit et la face de référence haute et la face basse. On a palpé au diamètre primitif et on a observé ici, par exemple, une forme légèrement gondolée sur le flanc droit. Et ici, une forme très légèrement bombée, en l'occurrence sur ce flanc gauche de la dent 1. Donc ces mesures ont été réalisées sur 4 dents. On retrouve les écarts F-bêta, FF-bêta, FH-bêta en microns pour chaque dent et la qualité équivalente. Ensuite, le contrôle du pas. Donc, soit on utilise un diviseur angulaire, où on vient mesurer à l'aide d'une jauge pour une référence angulaire donnée, le diamètre, soit un comparateur de pas avec deux jauges. Et donc, on vient mesurer l'écart individuel de pas, FP, c'est-à-dire d'une dent par rapport à l'autre, et l'écart total de division, qui va être en fait l'écart d'une succession de dents. Le pas se présente sous forme de relevé de contrôle à l'aide, je dirais, entre guillemets, d'histogrammes, enfin de graphiques en barres. On voit une moitié haute qui correspond aux écarts individuels de pas, et en dessous, la deuxième moitié qui correspond aux écarts cumulés de pas. Donc en fait, à chaque fois, il s'agit de faire la somme des pas individuels. On retrouve du coup les valeurs en microns et les valeurs en microns et la qualité équivalente. Donc, en l'occurrence, la qualité équivalente la plus élevée mesurée, c'était qualité 9. Donc cette denture est qualité 9 sur les critères de pas. Enfin, le contrôle du foron. Donc c'est la différence entre la position radiale maximale et minimale d'un palpeur adapté qui est placé successivement dans chacun des entre-dents au cours de la rotation de la roue. Donc on le note FR. Donc ici, il y a un palpeur cylindrique ou sphérique. Ici, on a un palpeur en V, par exemple. Et donc ici, c'est la suite en fait du relevé de mesure. On retrouve donc FR, l'écart de foron. On peut observer une forme sinusoïdale sur l'écart de foron et l'amplitude est corrélée avec l'excentricité. Et dans certains cas, on peut retrouver l'excentricité également sur l'écart de pas. Ici, on le voit un peu. Enfin, sur cette slide, je vous présente les paramètres minimum acceptables à mesurer en fonction des dimensions de la roue dentée et de la classe de qualité. Ainsi, sur la base de ce tableau, pour une denture d'un diamètre inférieur à 4000 mm de qualité 7, on a les deux listes
suivantes de paramètres à vérifier par métrologie. Plus la qualité, plus l'indice de qualité est proche de 2, donc plus c'est quelque chose de précis, plus le nombre de paramètres de qualité à vérifier est grand. Enfin, il existe des relations étroites entre les écarts mesurés et le réglage des machines de taillage, que ce soit le montage ou la cinématique de la machine. Au CETIM, on a des moyens de vous accompagner dans l'interprétation des écarts métrologiques par rapport au processus de taillage. On dispense notamment une formation complète sur la métrologie des dentures générées par taillage qui s'appelle U44 sur 4 jours. On peut également réaliser des prestations sur mesure. Donc pour aller plus loin, il y a tout le catalogue des formations CETIM Academy qui est disponible, avec de nombreuses formations dédiées aux engrenages, que ce soit la géométrie, la métrologie, l'analyse de défaillance ou le calcul de capacité de charge. Des formations sur mesure en classe virtuelle, de nombreux événements proposés en présentiel et à distance, l'accès à la mécathèque dans lequel on peut retrouver des notes de veille et des résultats d'actions collectives, la chaîne YouTube du CETIM France, les solutions d'accompagnement dédiées à l'engrenage. Suivez également nos actualités et échangez avec notre communauté sur LinkedIn. Et enfin, vous pouvez consulter une sélection d'articles des techniques de l'ingénieur sur la thématique. Merci pour votre attention et puis on va pouvoir passer au temps des questions. Merci, Monsieur Amar, pour cette excellente présentation. Juste avant de passer aux questions-réponses, j'invite de nouveau nos participants à répondre à ce micro-sondage de satisfaction. Merci à tous pour votre participation. Et dernière question, merci pour vos réponses. Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, les questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Amar, qu'est-ce qu'un phénomène d'interférence d'engrainement? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais reprendre une slide. Donc sur cette slide, on peut voir sur la photo qu'il y a eu un phénomène d'interférence qui est venu creuser le pied de la dent. Comment ça s'est fait? Eh bien, il faut bien voir que lors d'un engrainement, on passe d'une seule paire de dents à 2 paires de dents en contact. Ainsi, il y a un certain point qui doit se situer pour la dent orange plutôt vers le haut, ici à peu près, ce qu'on appelle le point D, le dernier point de contact unique, sur lequel l'ensemble du couple est transmis sur un seul point de contact,
Et donc, la dent, eh bien, vient fléchir un peu dans l'idée d'une poutre encastrée libre qui serait encastrée en périphérie du diamètre. Du fait de cette flexion, si la dent orange se fléchit vers la gauche, on voit bien que la dent bleue va venir en fait interférer la dent verte et la dent orange et la creuser. Et c'est ce que l'on voit en fait sur ce graphique ici en bas à gauche, où il y a une légère flexion, où il y a même une grande flexion de la dent noire, étant donné que la droite verticale correspond à son milieu théorique. Et en fait, on voit qu'elle s'est légèrement translatée et également fléchie. Et du coup, ici en bleu, entre les dents D1' et D2', il y a interférence. Voici ce que l'on appelle interférence d'engrainement. Merci, Monsieur Amar, pour votre réponse. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions. Nous attendons encore une ou deux questions, Monsieur Amar. Alors, Monsieur Amar, nous avons une question. Quelles peuvent être les conséquences des défauts de géométrie d'une machine à mesurer tridimensionnelle? C'est toute une question qui, je pense, va au-delà de la roue dentée, auquel, pour le moment, je ne saurais vraiment vous répondre à ce niveau-là de la formation et de ce que je sais. Très bien, merci, monsieur. Nous allons attendre encore 30 secondes et nous allons conclure. Ah non, nous avons une question. Excusez-moi, monsieur Amar. Quel moyen de contrôle faut-il pour les analyses FFT des engrenages? Alors, pour ce qui est des analyses FFT, il s'agit de deux moyens de contrôle que je ne vous ai pas présentés dans le cadre de cette web découverte et dont on parle plus dans le cadre de notre formation sur le contrôle métrologique des dentures. Mais il s'agit de ce que l'on appelle le contrôle d'écart composé radial et tangentiel. Dans le cadre de l'écart composé tangentiel, on vient mesurer la variation d'anthrax lors d'un engrainement par rapport à une roue dentée de référence. Et ces variations de position peuvent être analysées à l'aide notamment de FFT, par exemple, donc, transformé de Fourier rapide, pour estimer des écarts composés sur machine et comparer par rapport aux écarts composés admissibles par rapport à la classe de qualité. Voilà ma réponse. Très bien, merci, monsieur Amar, pour cette réponse. Je pense que nous n'aurons plus de nouvelles questions. Il sera temps donc pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinar, contrôle des dentures cylindriques en fabrication, géométrie des engrenages cylindriques. Merci beaucoup à notre intervenant, monsieur Luc Amar. Merci à notre partenaire, le CETIM.
Vous pourrez retrouver le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire.